Le problème du Pacs, c'est qu'effectivement, on n'est pas héritier lorsqu'on est pacsé. Donc pour devenir des héritiers l'un envers l'autre, il faut faire un testament. Tu viens de transmettre 1 million d'euros à terme. Si ma résidence locative est louée, effectivement, elle va générer des revenus qui vont peut-être permettre de payer les 800 000 euros de prêt au fur et à mesure. Et à la fin, j'aurais bien transmis la totalité de cette résidence à mon enfant, avec juste une transmission de 100 000 euros. On a des abattements pour donation qui sont apparus et qui permettent de transmettre au maximum à une personne une enveloppe de 300 000 euros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, ça sera limité à 100 000 euros par donateur, mais les donateurs peuvent être des grands-parents, des parents, voire des oncles et tantes dans les hypothèses où les fameux oncles et tantes n'ont pas d'enfants. Par testament, en France, on ne peut pas tout faire parce qu'on est limité par les droits des enfants qu'on appelle héritiers réservataires. Une société civile, un capital constitué avec 2 000 euros. Donc 2 000 euros, c'est pas grand-chose. 90% des titres pour Malo. Donc ça veut dire pour lui un investissement de 1 800 euros exactement. Son père, investissement 200 euros, donc pour avoir 10% de capital. Et un achat qui a pu être fait parce que le papa avait prêté de l'argent à la société. On appelle ça compte courant d'associé. En l'occurrence, il a prêté une somme de 100 000 euros. La société a pu emprunter ensuite 200 000 euros. Pas mal. Et donc là, c'est pas mal parce qu'effectivement, ça permet d'acheter un bien à 300 000 euros. Et donc, évidemment, Malo, avec le salaire qu'il a aujourd'hui, sans cette société, il n'aurait jamais pu emprunter. Évidemment. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bienvenue dans nos 41 mètres carrés. Merci de m'avoir invité. Avant de t'appeler Mathieu, c'est d'abord Maître Gommier. Donc tu es notaire de profession. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ton étude ? Bien sûr. En fait, je suis notaire à Lyon depuis 17 ans. J'ai une équipe de 8 personnes et on intervient sur des thématiques diverses et variées. Nos clients sont des professionnels de l'immobilier, des familles et des entrepreneurs principalement. Ok, droit de la famille. Tu fais de l'IMO aussi, tu accompagnes des promoteurs sans doute dans la réitération de leur projet. Exactement. Tu as un service spécialisé là-dessus, enfin en tous les cas, tu as des gens qui sont dédiés. Bien sûr. Ok, très bien. C'est la 3e fois qu'on reçoit un notaire dans notre podcast. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, on a plein de questions. Puis il y a aussi des actus que l'on a remarquées là sur cette fin d'année 2025. J'aimerais qu'on échange sur le sujet avec toi. Et puis on a toujours plein de questions sur la succession, la donation, les SCI. Donc on revient régulièrement sur le sujet et toujours dans le même principe, des experts pour répondre aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Ça te va ? Parfait. Bon, on va commencer par un peu les bases de la transmission. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord les règles générales des dons familiaux et de la transmission d'une manière générale, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, en fait, les dons familiaux s'inscrivent dans une logique de transmission comme les successions par ailleurs, mais on verra que, effectivement, pour des raisons civiles ou fiscales, il est parfaitement intelligent d'aller anticiper les choses. Donc, les raisons fiscales, c'est qu'effectivement, transmettre des biens va permettre de faire des économies sur la succession du futur. Donc, on encourage toujours nos clients à le faire. Plus je donne de mon vivant, plus mes héritiers auront moins de droits à payer lorsque j'aurai cassé ma pipe. Quoi. 2 grandes motivations pour donner. Première motivation, c'est aider mes enfants tout de suite. Donc, en général, ça prend la forme de dons de sommes d'argent immédiats. Et donc, peut-être pour acheter un appartement ou autre chose. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est vraiment de les aider tout de suite. L'autre motivation, c'est celle du futur. C'est évidemment transmettre pour qu'il y ait moins d'impôts dans le futur à payer sur la succession. Ouais, le premier sujet, c'est souvent nous on peut le voir, on le remarque d'ailleurs dans les banques, c'est qu'aujourd'hui l'apport personnel, par exemple sur la résidence principale, j'ai vu un article récemment qui disait que ça avait un peu baissé en 2025, mais on est passé de 36 à 26% d'apport. Pour que tu aies 26% d'apport pour acheter un appartement à 200 000 ou à 300 000 euros, si c'est souvent tes parents ou tes grands-parents ou des grands-parents, c'est pas mal, bien sûr. Donc tout ça, c'est un peu encadré. Donc il y a quand même des sommes d'argent que je peux donner, on va dire exonérées, et au-delà, je paye. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que j'ai le droit de donner en argent ou pas d'ailleurs ? Bien sûr. Alors, sur les dons, quelle que soit leur forme et quels que soient les biens qui sont donnés, on dispose d'abattements généraux qui sont de 100 000 euros par parent et par enfant. Donc ces abattements, en fait, c'est le seuil jusqu'auquel je ne paye pas d'impôt de succession ou de donation. D'accord ? Okay. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça veut dire que j'ai le droit à 100 000 euros par parent, par enfant. Donc au total, mon enveloppe, c'est 400 000 euros. Exactement. Ok.
À côté de ça, on a des abattements spécifiques, donc 31 865 € par parent et par enfant, mais qui sont réservés cette fois-ci à des dons de somme d'argent pour des enfants majeurs par des parents qui ont moins de 80 ans. Ce que moi j'appelais le don Sarkozy, parce que je crois que ça a été mis à l'époque, c'est ça. Alors en fait, le don Sarkozy, c'était une mesure temporaire, mais qui a été remplacée juste après par effectivement cette mesure qui s'appelle 790G. Donc ça, c'est un CERFA, mais par contre, je le fais avec toi. Ça peut être un CERFA. Je le fais avec toi, ça. Oui, ça peut être un CERFA ou un acte notarié. En fait, ça peut être intéressant d'avoir un acte notarié, puisqu'on pourra faire ce qu'on appelle une donation-partage. Alors peut-être qu'on reparlera tout à l'heure de la donation-partage, mais en tout cas, je ne pourrais pas le faire, cette donation-partage, si j'ai juste un formulaire déposé aux services fiscaux. Ok. Donc ça, c'est pour les parents. Les grands-parents, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le droit de m'aider pour acheter ma résidence principale ? Bien sûr. Alors, abattement possible aussi 31 865 € par grand-parent à chaque petit enfant. Donc, effectivement, ça peut faire pas mal de sommes si on a beaucoup de petits-enfants. Ok. Bon, ça peut m'aider à faire un apport personnel, à démarrer dans la vie, à augmenter mon épargne également. Donc ça, c'est plutôt le cadre général. Donation-partage, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? On en parlait, c'est bien, tu rebondis dessus. Donation-partage, effectivement, là, on est plutôt sur une logique civile. C'est-à-dire qu'on a parlé de la fiscalité, c'est donner avec le moins d'impôts possible. La logique civile, c'est de donner des choses et qu'il n'y ait pas de conflits familiaux par la suite. Je décide avant. Voilà, donc la donation-partage, en fait, elle permet de donner à chaque enfant un bien distinct en même temps, et puis d'appeler ça partage, ce qui permet de dire que ce sujet est définitivement sorti de la logique de comptage qui va encore durer pour les autres biens que je n'ai pas encore transmis. Ouais, ok. Donc j'ai donné et j'ai partagé. Mais si j'ai des biens de valeurs différentes, plusieurs enfants, c'est là qu'il y a des conflits, non, en fait. Ça, c'est un vrai problème. Je vais pas faire ma caricature, mais si j'ai un appart à Saint-Tropez, que j'en ai un autre à Megève, ça va peut-être aller, mais si j'en ai à Saint-Tropez et l'autre, je vais essayer de me fâcher avec personne à Roubaix, c'est moins facile. Alors, la donation-partage, elle ne sera pas adaptée à toutes les situations. Okay. Parce qu'en réalité, effectivement, elle est tout à fait indiquée si j'ai des biens très homogènes, dont l'évolution en valeur va être à peu près identique. Si j'ai des biens, au contraire, qui sont d'une valeur très différente ou qui vont évoluer de manière différente dans le temps, peut-être dois-je me contenter de faire des donations indivises des biens, de manière à ce que chaque enfant reçoive la même quantité de la même chose, et ainsi, effectivement, j'ai une équité qui est assurée sur le futur. Et puis tant pis, ils partageront dans le futur. Voilà. Ok. On parlera tout à l'heure aussi des structures, parce que peut-être que c'est la SCI, la SR de famille vont peut-être aider à faire ça si mon patrimoine est important. Ok, ça c'est les bases de la transmission, c'est les règles génériques, elles n'ont pas changé depuis assez longtemps d'ailleurs. Il y a plutôt cette donation, on va dire, des 100 000 €, ça a été sur 10 ans, c'est désormais sur 15 ans, je crois, c'est ça ? Oui, ça change très régulièrement. En fait, je crois que ça a changé 7-8 fois. Voilà, donc aujourd'hui c'est 15 ans, donc plus je le fais jeune, mieux c'est. Si j'ai les moyens de donner à mes enfants et que j'ai 45 ans, et je pourrais le refaire à 60 ans, donc ça peut être intéressant pour ceux qui peuvent le faire. Moins j'ai d'enfants, plus j'ai de patrimoine, plus je dois anticiper. Ok. Puisque effectivement, avoir la possibilité de refaire des opérations tous les 15 ans, 15 ans, c'est assez long. En fait, ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper si le patrimoine est important. Ça permettra d'avoir des gains fiscaux très significatifs. Bon, après, ça peut être le cas pour des parents qui aussi sont chefs d'entreprise ou vendent leur entreprise et qui se retrouvent avec une somme d'argent qui est importante. S'ils ont donné leur patrimoine privé parce qu'ils avaient un appartement ou leur résidence principale, ils ont commencé à établir des choses. Le jour où il y a une rentrée d'argent sur la vente de la société, ça permet de refaire l'opération. Si on n'a pas pratiqué la donation avant, les 100 000 €, on les a bouffés. Et là, c'est, je vais pas dire plus compliqué, on va dire moins optimisé, quoi. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Disons que pour les plus gros patrimoines, il faut les amener à non seulement utiliser ces abattements fiscaux, mais également les basses tranches qui s'appliquent au-delà des abattements fiscaux, parce que sinon il leur faudrait 15 vies pour pouvoir tout transmettre. Ouais, plus je suis fiscalisé, plus autant que je paye le moins possible, entre guillemets, dans les tranches. Je pense qu'il faut vraiment établir une stratégie fiscale de transmission assez tôt, et puis être prêt à la modifier si les lois changent, mais en tout cas, commencer tôt et être prêt parfois à faire des gros chèques, ça permet vraiment de faire des économies qui sont substantielles dans le temps, donc c'est une bonne idée. Ok. En 2025, je sais qu'on a changé 2024-2025 3 ou 4 fois de gouvernement, ça va dépendre de comment on calcule, et on dit toujours qu'il ne se passe rien. Moi, je trouve que dans notre univers, dans notre métier, nous qui apportons du conseil en investissement immobilier à nos clients, il y a eu beaucoup de changements.
Et il y en a un qui concerne justement la donation, puisqu'il y a des règles qui ont été mises en place au 1er janvier dans le cadre du projet de loi de finances 2025, qui sont valables, sauf erreur de ma part, jusqu'au 31 décembre 2026, à moins que la nouvelle mandature change la règle, mais en tous les cas, à l'euro on parle, c'est toujours le cas. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé, parce que justement, cette enveloppe de 100 000 euros, elle a changé? Bien sûr. Alors, d'une manière générale, effectivement, les abattements tels qu'on les a décrits tout à l'heure subsistent. Voilà. Ils sont cumulables avec des abattements qui sont plus des phénomènes de niche, mais qui sont intéressants à analyser malgré tout. Donc, on a eu des accents qui ont été mis sur on va dire, une petite aide à l'investissement neuf. Donc, et dans ce cadre-là, effectivement, on a des abattements pour donation qui sont apparus et qui permettent de transmettre au maximum à une personne une enveloppe de 300 000 euros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, ça sera limité à 100 000 euros par donateur, mais les donateurs peuvent être des grands-parents, des parents, voire des oncles et tantes dans les hypothèses où les fameux oncles et tantes n'ont pas d'enfants, et donc jusqu'à 300 000 euros. Donc, c'est important en défiscalisation et cumulable avec les abattements dont on a parlé tout à l'heure. Donc évidemment... si j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, par exemple, si j'ai papa, maman et au moins un de mes 2 grands-parents, je peux recevoir, moi, à titre personnel, 300 000 euros pour acheter de l'immobilier. Parce qu'il y a une condition, c'est acheter de l'immobilier. Alors c'est acheter de l'immobilier, effectivement, qui va servir pour moi, à titre de résidence principale. Sous condition que je conserve effectivement les biens à résidence principale pendant 5 ans. Donc ça, c'est une condition qui est peut-être un petit peu dure à remplir, mais qui permet aussi d'acheter des biens immobiliers locatifs pour les louer à titre de résidence principale à un locataire pendant une période de minimum de 5 ans. Oui, ça c'est très important. Donc ma résidence principale, donc je peux être aidé plus que d'habitude par mes parents et mes grands-parents. Donc tu l'as dit tout à l'heure, les grands-parents c'est 31 800... quelque chose. Enfin, allez, moi, j'ai toujours l'habitude de dire 32 000 euros, parce que je considère que j'aurais peut-être fait les choses simplement, mais évidemment, on complexifie toujours les choses. Donc, je passe de un petit peu moins de 32 000 euros à finalement, si j'ai encore mes 2 grands-parents, la possibilité de recevoir 2 fois 100 000 euros, ce qui est quand même énorme. On va dire que traditionnellement, on a quand même plus d'argent à 70 ans qu'on en a à 30. Donc, je pense que les grands-parents qui nous écoutent, ou les petits-enfants qui nous écoutent avec des grands-parents qui sont fortunés, peuvent en profiter. Donc, acheter ma résidence principale, donc ça c'est génial, mais également investir dans l'immobilier locatif. En préparant ça tout à l'heure, je te disais que nous, on vient de faire une opération avec un client qui a vendu sa société, qui avait déjà fait les donations, des 100 000 euros. Et là, ça nous a permis de pouvoir faire acheter à ses 2 enfants, 18 et 21 ans, un appartement en immobilier locatif. Le papa voulait bien donner de l'argent à ses enfants, mais il voulait garder une certaine maîtrise, on va dire, sur les dépenses de ses enfants. Il trouvait que les faire investir dans l'immobilier, c'était une bonne solution. Avant leur résidence principale, parce qu'elles sont jeunes et aujourd'hui elles sont soit en études, soit en début de CDI, pas encore dans ce projet-là. Et donc, on peut aujourd'hui recevoir de l'argent pour investir dans l'immobilier locatif. Mais par contre, attention, résidence principale du locataire. Donc, je ne peux pas faire du Airbnb, je ne peux pas faire de résidence de service, je ne peux pas faire de SCPI si je considère que c'est de l'immobilier. C'est vraiment ça. Ancien ou neuf, c'est plutôt fait pour encourager le neuf, faut bien se l'avouer. Dans l'ancien, ils ont mis des conditions, c'est 25% de travaux, éligible ma prime rénov, quoi. En gros, c'est à peu près ça. C'est ça, ouais. Et nu et meublé. Donc ça, c'est un peu la nouveauté qui vient quand même augmenter fortement notre possibilité de financement de ces opérations. Oui, ça c'est intéressant. Et puis dans l'exemple que tu donnais, effectivement, on parlait de donation-partage. Voilà un cas dans lequel je vais peut-être trouver à acheter dans la même résidence pour chacun de mes enfants, qui vont investir exactement la même somme que j'aurais donnée, et donc je pourrais figer les choses. Effectivement, on aura bien une donation et un partage qui auraient été faits, alors que les enfants... même s'ils sont de jeunes adultes, sont encore très jeunes. Ouais, super idée. Tu achètes le 203 et le 204 dans la même résidence, c'est les mêmes, au moins on se tape pas dessus, donc c'est plutôt intéressant. Tu parlais d'anticipation, donc en gros, de mon vivant, je peux tout décider. Une fois que je suis parti, c'est plus tout à fait la même chose. Il y a un sujet qui revient souvent dans les questions qu'on a de la part de nos internautes, c'est les régimes matrimoniaux, le PACS, le démembrement et le testament. D'accord ? Est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que notaire, quand est-ce que tu vas préconiser un testament ? Bien sûr. Alors, plusieurs cas déjà. On voit que
sur les couples, beaucoup sont pacsés. Le mariage, malheureusement, est en perte de vitesse. Ok. Mais le Pacs a le vent en poupe. Et effectivement, le Pacs permet fiscalement d'avoir les mêmes droits qu'un couple marié, à savoir une absence d'impôt de succession en cas de décès. Le problème du Pacs, c'est qu'effectivement, on n'est pas héritier lorsqu'on est pacsé. Donc, pour devenir des héritiers l'un envers l'autre, il faut faire un testament. Ok, donc Pacs égale testament. Pacs égale, on doit faire un testament. Okay. C'est vrai qu'on n'a jamais fait autant de testaments pour des personnes jeunes que depuis que le Pacs existe. Okay. Alors, ce ne sont pas les seuls à faire des testaments, évidemment. Le testament peut aussi s'adapter à des personnes qui veulent avoir quelque chose d'extrêmement précis. D'accord ? Okay. Même pour un couple marié, évidemment, on peut faire un testament. On peut aussi choisir de faire ce qu'on appelle des donations entre époux, qui, à l'image des testaments, sont des dispositions qui vont s'appliquer uniquement au décès. Donc, okay. Moi, j'ai une image, je suis pacsé, j'achète ma résidence principale, mais au lieu d'acheter la résidence principale à 50-50 en pleine propriété, j'achète 50% de la nupro, 50% de l'usufruit, et mon conjoint achète 50% de la nupro, 50% de l'usufruit. Comme ça, si je casse ma pipe, il a au moins le droit de rester ça, dans c'est un des moyens, c'est effectivement les fameux démembrements croisés qui ne peuvent être faits que s'il y a une société civile, parce qu'on ne peut pas faire des démembrements croisés de droit indivis. Effectivement, c'est un bon moyen. Mais le testament est bien plus... Oui, non, mais c'est un bon moyen qui existait surtout avant le Pacs et parce qu'on n'avait pas trop d'autres solutions de faire des choses intéressantes. Je dirais que depuis qu'on a le Pacs, on est quand même capable de faire effectivement des choses qui sont complètement exonérées d'impôts en cas de transmission. Finalement, la seule question à se poser, c'est en présence d'enfants, puisque un Pacs ne permettra pas, même avec un testament, de disposer des mêmes droits qu'un couple marié. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont parfois un petit peu réfractaires au mariage. Peut-être qu'ils ont vu leurs parents divorcer dans les années 80, je ne sais pas. C'est les stats, ouais. C'est un peu ça. Mais en fait, nous, on les invite quand même à s'intéresser aux effets fiscaux d'un mariage, parce qu'on voit qu'avec un mariage, on va pouvoir avoir des droits civils qui seront un petit peu différents de ceux qu'on peut recevoir dans le Pacs. Encore une fois, le point commun, c'est que le conjoint survivant ne paye pas d'impôt ni dans le Pacs ni dans le mariage, mais probablement dans le mariage, il aura des possibilités plus importantes. Par exemple, de recueillir des biens en usufruit sur tout le patrimoine. Donc, usufruit, ça veut dire l'usage. Voilà. J'y habite ou je perçois les loyers. Dans l'appartement, je peux habiter, je peux percevoir les loyers, mais j'aurai aussi également les revenus du portefeuille de titres de valeur mobilière. J'aurai aussi les revenus des autres biens. D'accord ? Donc, effectivement, le mariage et le Pacs, petite question civile, pas fiscale, mais civile, et effectivement, le mariage peut être intéressant. Donc, je suis pacsé, ou j'envisage de me paxer, Pacs plus testament. Oui, Pacs plus testament, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles recomposées. Donc, je peux avoir des enfants d'une première union. Mon conjoint ou mon épouse ou mon partenaire de Pacs peut aussi également avoir des enfants d'une première union. Je peux avoir des enfants en commun avec mon deuxième conjoint. Là, je fais comment pour le testament ? Je ne veux pas oublier mes enfants de mon premier mariage. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est ça qui régit un peu ce qui va se passer quand moi je vais disparaître ? En fait, la transmission, c'est pas que le testament, les donations. Je pense que c'est un mix de tout. C'est vrai que quand on a des biens, par exemple une résidence secondaire qui émane de sa famille et qu'on avait déjà avant de se remettre avec quelqu'un, et qu'on a envie de transmettre aux premiers enfants, on est en capacité de faire des choses, de faire des choses qui permettent, par exemple, par une donation, de transmettre la nue propriété de ces biens, et puis de dire qu'effectivement, les premiers enfants auront ces biens, et puis peut-être le conjoint survivant exercera un usufruit sur les biens qui resteront, et ainsi on aura effectivement des biens pour chacun, d'accord ? On peut protéger les enfants de ma première union, du patrimoine un peu familial, de la maison de vacances, de mes parents à moi par exemple. Bien sûr, mais les possibilités sont importantes en fait, tout dépend comment on hiérarchise les besoins. Et là effectivement ça implique des grandes discussions, puisque je pars de couples qui sont une famille recomposée et qui veulent strictement laisser les biens dans les familles et qui font des testaments pour priver l'autre de tous les droits, même s'ils sont mariés. Et on va de ça à effectivement des familles recomposées où on veut que le partenaire ou le conjoint marié survivant reçoive la totalité en usufruit des biens. Tout est une question d'apporter des biens jusqu'à la fin et que les premiers enfants puissent en... Nous, notre rôle de notaire, c'est quand même d'essayer de comprendre ce que veulent les gens, d'essayer de les aiguiller aussi, de leur montrer quand même qu'il faut faire attention, parce que les enfants du premier lit se sentent parfois vraiment lésés lorsqu'ils ne se reçoivent vraiment rien.
Et donc, c'est bien de trouver des dosages, des subtils dosages. Alors peut-être aussi grâce à des assurances vie pour les enfants ou pour le conjoint survivant. Et puis essayer de voir comment on peut faire en sorte que tout le monde cohabite bien une fois qu'un décès survient. Bon, je viens de te voir quand, là, dans mon périple? Je viens de voir... Le plus tôt possible. D'accord. Quand je divorce? Non. Juste avant? Juste après? Et non, quand je me remets avec quelqu'un... Avant, alors nous on fait des partages dans le cadre des divorces évidemment, ou des rachats de la part de l'un, même en cas de séparation de Pax évidemment. Donc oui, on intervient à tous les stades de la vie en réalité. Ok. Bon, donc le testament, c'est quand même un outil patrimonial en fait. C'est un outil qui te permet de prendre des décisions sur le patrimoine que tu as créé ou sur ce que tu veux laisser acquis avec ta famille, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a quand même cette histoire de donation-partage, le démembrement, qui permet... En fait, le package global te permet d'optimiser ta situation. Déjà, une chose, par testament, en France, on ne peut pas tout faire parce qu'on est limité par les droits des enfants qu'on appelle héritiers réservataires. Donc, en fait, ma liberté de faire un testament n'est pas totale. Elle sera limitée par les droits des enfants qui sont d'ordre public. Donc, tu es en train de me dire que je ne peux pas déshériter l'un de mes enfants. Ça veut dire qu'effectivement, c'est important d'avoir un notaire pour rappeler les règles qui existent et quel que soit ce qu'on indiquera dans le testament, effectivement, ces règles s'appliqueront. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, effectivement, encore une fois, une bonne transmission, c'est de l'assurance vie. Évidemment, ça c'est intéressant. Il y a quand même des exonérations fiscales à aller chercher, des donations pour l'anticipation successorale. 152 000 € pour l'assurance vie. Et après, effectivement, soit on laisse des choix aux conjoints survivants. S'ils sont mariés, ça peut s'appeler donation entre époux, soit un testament. Voilà, c'est un ensemble de choses. Bon, alors moi j'ai 2 enfants, Elisa et Noémie, qui écoutent, j'espère, ce podcast. Pour blaguer, je leur dis souvent que je vais les déshériter quand elles n'écoutent pas trop ce que je raconte. Donc je leur dis, j'ai plein de solutions à ma disposition. Donc déjà, la résidence principale, je vais la vendre en viager. Donc comme ça, vous ne l'aurez pas. Puis après, je ferai un leg à la SPA. Et donc, vous n'aurez rien. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas vrai. Non, si on dépense tout, ça marche. Mais en fait, si on en laisse un petit peu, ça marchera pas, c'est sûr. Ok. Elisa, Noémie, je vais tout dépenser. Ok. Très bien, j'ai bien compris. Dans les moyens d'optimiser un peu sa donation comme ça, tu en as déjà un petit peu parlé. Souvent, les gens se posent la question à l'achat de est-ce qu'il faut que je monte une structure ou pas. C'est-à-dire, je parle ici de SCI et de SARL de famille. Nous, il y a certains dispositifs d'ailleurs où tu es obligé d'avoir une SCI. Dernièrement, il y a un dispositif qui s'appelle le LLI qui nous oblige à passer par une structure. Donc ça, en fait, on n'a pas trop le choix, mais souvent, ils hésitent. Alors, parfois, ils se disent, si je crée une SCI, je ne paye plus d'impôts. C'est un peu toujours le même critère. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche parce que la SCI, c'est une coquille vide qui est transparente à l'IS ou à l'IR, ça change pas grand-chose. Par contre, ça peut être optimisant dans le cadre de la transmission. Déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence entre une SCI et une SARL de famille et quand est-ce que toi, tu vas recommander de constituer ces SCI sur un patrimoine à venir ou sur un patrimoine existant? Déjà, ça, c'est le cœur du déjà, job. rappeler qu'une SCI, ça reste une société. Donc, une société, c'est en fait un contrat qui est fait entre plusieurs associés et qui fixe des règles. Ça, c'est quand même très important. Ça, c'est génial. Tu décides de tout dans un... Et on crée une personne nouvelle qui s'appelle société. Donc, une personne morale. Donc ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs formes de sociétés. Donc, les sociétés civiles sont une des formes de société. On parle aussi de SARL ou de SRL de famille. D'accord ? Donc, pour les sociétés civiles, effectivement, on a beaucoup d'intérêt à le faire qui tiennent aux règles qu'on va pouvoir se fixer entre soi. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut tout décider. On peut tout décider. C'est-à-dire, ne téléchargez pas des statuts de SCI génériques dans Google. C'est ça. Parce qu'en fait, ils seront génériques. Alors qu'on peut, sur chaque paragraphe, chaque ligne, décider de tout ce qui va se passer. C'est ça qui est génial. On a une grande liberté contractuelle réellement dans la société civile. Donc, on va pouvoir vraiment aménager au gré des besoins. Alors, l'objet social, c'est important. Qu'est-ce que je peux faire avec ma société ? Je vais délimiter les règles. Et effectivement, tout ce qui ne sera pas dans l'objet social, la société ne pourra pas le faire. Mais ensuite, effectivement, qui peut entrer dans la société ? Est-ce que si je décède, mes enfants seront automatiquement associés ou non ? Là, ça dépendra de la manière dont je rédige les clauses d'agrément. Okay. Est-ce que je veux être le gérant de cette société indéboulonnable et inébranlable
Oui, je peux aussi l'organiser, alors sous réserve d'abus de gérance, mais je peux quand même organiser le pouvoir et dire que effectivement je serai gérant à vie, par exemple, et effectivement gérer que je sois pas renversé, sauf judiciairement. Ça, c'est parfaitement possible. Ce soit le tribunal qui me vire. Voilà, c'est ça. Soit à la demande de mes associés qui peuvent être mes enfants, mais donc effectivement tout ça pour la paix des ménages, c'est super. Et donc je peux vraiment décider d'être moi le gérant souvent les gens peuvent se dire oui mais je vais perdre la main, je vais pas prendre la décision, il va falloir que je demande l'autorisation à un tel, par exemple pour faire des travaux, pour voter des travaux de copro, Non, dans les SCI comme dans d'autres formes de sociétés, on peut définir des pouvoirs très importants pour le gérant, pour acheter, vendre notamment, louer, et donc c'est des pouvoirs très importants. Donc en réalité, effectivement, ça veut dire que l'assemblée des associés qui doit prendre des décisions va avoir un pouvoir assez limité. Dans quel cas tu vas conseiller, toi, donc nous qui conseillons des investisseurs qui ont acheté des investissements locatifs, dans quel cas tu vas, toi, leur conseiller d'acheter cet investissement locatif, par exemple, au travers d'une société, plutôt que de l'acheter en nom propre? Je vais peut-être donner un petit exemple qui sera parlant. Des clients que j'ai vus il n'y a pas très longtemps, un jeune qui s'appelait Malo, effectivement, qui avait 25 ans, mais qui n'avait pas la capacité de faire un premier investissement locatif, mais qui en avait très envie, et son père qui avait des moyens pour l'aider. Donc, qu'ont-ils fait? Je vais vous donner un petit exemple, ça sera quand même plus parlant. Une société civile, un capital constitué avec 2 000 euros. Donc 2 000 euros, c'est pas grand-chose. 90% des titres pour Malo. Donc ça veut dire pour lui un investissement de 1 800 euros exactement, qui peut être l'ensemble de ses cadeaux de Noël des dernières années, ou peut-être même un seul. Son père, investissement 200 euros, donc pour avoir 10% de capital. Et un achat qui a pu être fait parce que, effectivement, le papa avait prêté de l'argent à la société. On appelle ça compte courant d'associé. En l'occurrence, il a prêté une somme de 100 000 euros. La société a pu emprunter ensuite 200 000 euros. Pas mal. Et donc là, c'est pas mal parce qu'effectivement, ça permet d'acheter un bien à 300 000 euros. Et donc, évidemment, Malo, avec le salaire qu'il a aujourd'hui, sans cette société, il n'aurait jamais pu emprunter. Évidemment. Comment ça va se passer pour la suite? En fait, on peut imaginer que le bien augmente en valeur. Et imaginons que dans 15 ans, il soit remboursé. Ça permet de penser que, effectivement, ce bien qui valait 300 000 euros, on vaudra peut-être 400. La société peut-être devra toujours les 100 000 euros au papa qui a prêté, mais Malo aura récupéré une valeur nette de 90% de 300 000, c'est-à-dire 270 000 euros. Et donc, il a créé ça à 25 ans. Voilà. Et donc une transmission qui n'est pas une donation, mais qui a pu être faite par le biais d'une société civile. Bien, c'est super malin. Parce que le papa aurait pu, à côté de ça, donner 100 000 euros à son fils s'il avait souhaité. Oui, il l'avait déjà fait. Oui, mais l'apport en compte courant ne rentre pas en compte dans tout ce qu'on a dit avant. Donc ça, c'est génial. Bien sûr. Peut-être un deuxième exemple pour illustrer effectivement ce que peut être une société. Imaginons effectivement, j'ai envie d'acheter une résidence secondaire dans le sud de la France qui vaut à peu près 1 million d'euros, mais je me pose la question de mettre mon enfant unique effectivement déjà dans ce bien, de le positionner de manière importante. J'ai jamais fait de donation, j'ai un bien qui vaut 1 million d'euros, j'ai un apport de 200 000 euros, j'ai prévu d'emprunter 800 000 euros, comment je peux faire? Alors, je constitue une société, je donne 1% des parts à mon enfant, même une part, le reste des parts est souscrit par moi, je mets 200 000 euros en capital social, et donc je vais avoir 200 000 euros de titres en contrepartie. Mon enfant met 1 euro, donc aura une part en contrepartie, d'accord? Ensuite, la société procède à l'acquisition du bien, après avoir emprunté 800 000 euros. Puis, en fait, donc ce bien étant détenu, je fais une donation immédiatement de la totalité des parts en nue propriété. Alors, combien valent ces parts? C'est très simple, la société, elle vaut 1 million d'euros moins ce qu'elle doit à la banque. Donc, 800. On a dit que c'est un prêt de 800 000 euros, elle vaut 200 000 euros. Donc là, tu passes le passif, en gros. Voilà, c'est ça. Je fais la donation des parts en nue propriété. Donc, j'ai 55 ans, ça va... 50-50. Ça va être valorisé 100 000 euros, puisque l'usufruit que je conserve sur les parts vaut 100 000 euros. Et donc, je suis dans la limite de l'abattement et j'ai transmis 100% des parts de la société. Voilà. Tu viens de transmettre 1 million d'euros à terme. Si ma résidence locative est louée, effectivement, elle va générer des revenus qui vont peut-être permettre de payer les 800 000 euros de prêt au fur et à mesure. Et à la fin, j'aurais bien transmis la totalité de cette résidence à mon enfant, avec juste une transmission de 100 000 euros.
Donc voilà un exemple, un deuxième exemple d'utilisation des sociétés civiles. Alors évidemment, il y a d'autres possibilités. Là, je vous ai donné simplement 2 exemples, mais effectivement, c'est intéressant de penser que ça permet de faire des choses. Ouais, c'est un peu comme l'effet de levier du crédit. Là, c'est pas que tu fais travailler l'argent des autres, parce que dans les 2 cas, tu prenais l'exemple de l'emprunt, mais tu optimises en fait le fait de pouvoir, réaliser l'investissement, notamment pour le petit Malo qui a 25 ans et qui a peut-être un salaire de début de carrière. Et donc, tu lui fais développer son patrimoine très rapidement. Et dans le deuxième cas, tu crées un patrimoine en secondaire à 1 million d'euros, ce qui est énorme, et tu arrives à donner 1 million d'euros à une personne grâce à ce système de SCI, d'apport en compte courant ou de capital social. Et ça, c'est quand même génial. Donc, c'est je pense, intéressant et important de bien étudier ce que l'on achète. Et après, comment on l'achète. En fait, c'est ça qui va faire l'entrée, le pendant et la sortie. C'est toujours la même chose que l'on doit expliquer aux investisseurs. Quelle est ma situation actuelle, quels sont mes objectifs, quel est mon horizon de placement. Évidemment, quel est mon budget. J'enfonce des portes ouvertes, mais en tous les cas, c'est notre métier, nous, chez Maslow, au quotidien. Et une fois qu'on a décidé ça, c'est comment je l'achète en fait, parce que qu'est-ce que je vais en faire de ce bien-là? Est-ce que c'est une vision très long terme de ce que je peux avoir? C'est ça, dans le dernier exemple, on voit que l'acquisition, c'est immédiatement accompagné de la logique de transmission. C'est-à-dire que j'avais déjà ma logique de transmission dès l'achat. C'est ça qui est intéressant, parce que nous, effectivement, je trouve qu'en tant que notaire, on intervient lors de la constitution du patrimoine, sa gestion, puis sa transmission. Mais si on arrive à tout anticiper, en fait, c'est pas mal. C'est clair. C'est hyper optimisant. Il n'y a pas que de l'exonération fiscale, mais en fait, quand tu payes beaucoup d'impôts, soit à l'entrée, soit pendant, soit après, ça diminue ton rendement, ça diminue en fait la puissance de ce qu'est un investissement locatif ou un investissement immobilier d'une manière générale. Et tu as raison, il n'y a pas que la fiscalité. Nous, on est garant aussi de l'équité entre les enfants, qui est le ciment des familles. En fait, le but, c'est pas de créer des discordes entre les familles. Et là, on doit être vraiment très vigilant et bien conseiller nos clients qui parfois perdent ça de vue et veulent être un petit peu les juges de paix de qui a réussi, qui a moins bien réussi, et essayer de corriger les réussites de leurs enfants. Je pense que c'est pas le rôle des parents, sauf cas particulier. Et on est d'accord que si c'est bien constitué au départ, on évite de passer à la télé avec cette maison-là est à vendre depuis 15 ans parce que les 5 héritiers ne s'entendent pas. C'est un peu ça que tu es en train de nous expliquer? Je pense qu'il y a ça. Alors, il y a des problèmes familiaux qui doivent dépasser le cadre du notaire, bien évidemment, mais disons que nous, notaires, dès qu'on peut intervenir pour la paix des familles, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, ok. Bon, moi, je pense en tous les cas qu'on va pas assez souvent chez le notaire. C'est juste ça que je dis et le message que je veux faire passer, parce que on a parfois l'image des notaires comme conseil sur la résidence principale. C'est souvent la première fois. Alors, on vient vous voir généralement sur les contrats de mariage, sur le PACS et sur l'achat de la résidence principale. C'est souvent les choses sur lesquelles c'est assez naturel pour les clients de venir vous voir. Après, je trouve que c'est plus le cas sur les gens qui ont l'habitude d'être conseillés par des avocats, qui ont un patrimoine important et sur lequel le notaire va être là. Mais finalement, moi je dirais que 100% des Français, à partir du moment où ils réfléchissent à acheter quelque chose, à transmettre quelque chose, ou qui ont une vie personnelle qui va faire que le conjoint ou les enfants, ça peut évoluer dans notre société actuelle, les rendez-vous avec vous, c'est quand même quelque chose sur lequel déjà ça te permet de te poser, en fait, d'écrire un peu ce que tu veux, et plus on le fait de son vivant, mieux c'est, quoi. C'est exactement ça. Et pour le contrat de mariage, je suis d'accord avec toi. Si on fait bien le travail, si on explique bien à notre jeune couple ou notre plus vieux couple quelles sont les règles et pourquoi on les fait, je trouve que c'est un point d'entrée sur le notaire qui est très intéressant, parce qu'en fait, ils voient effectivement à quoi on sert, et en fait, ça les invitait à revenir et à nous consulter pour la logique patrimoniale. Puis nous, tu vas leur poser des questions qui ne se sont pas posées ou qui n'ont pas envie de se poser. Évidemment. Voilà. Et on va leur donner des bonnes pratiques. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et quand on les revoit quelques années après, moi, je suis assez surpris parce que je me rends compte qu'ils se souviennent de ce qu'on leur a dit, ce qui est assez dingue.
et que effectivement on reprend le fil là où on s'était arrêté et puis on va continuer effectivement à les conseiller. Ils vont évoluer, ils auront des enfants évidemment, ils vont acheter des biens, des résidences principales, des biens locatifs, et il y a toujours une manière vertueuse. Je pense que la stratégie patrimoniale, elle est importante. Il y a un petit fil rouge, mais en fait, effectivement, une acquisition d'un bien s'inscrit dans une logique plus globale. En fait, elle est jamais isolée. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nos clients à noter. Et puis, il y a toujours une manière vertueuse, plus intéressante qu'une autre. On l'a vu avec les sociétés, par exemple. C'est pas... C'est pas mal de se pencher vraiment sur la question. Se poser la question sur le premier investissement, parce que finalement, dès que les gens investissent dans l'immobilier, parce que c'est plus ma partie, tu l'auras compris, souvent c'est la première opération. C'est-à-dire quand les gens le peuvent, ils vont enchaîner les opérations, soit parce qu'ils vont faire de l'achat-revente et rebondir sur d'autres sujets, soit parce qu'ils vont en acheter plusieurs en fonction de leurs moyens. Voilà. Et donc, si on enchaîne les opérations ou qu'on en a plusieurs, c'est bien de se poser la question dès la première et pas finalement sur la deuxième ou sur la troisième. Bon, on a abordé tout ce qui était succession, testament, les opportunités un peu 2025, les sociétés civiles. Il y a un dernier thème que je voulais voir avec toi. Il y a beaucoup de tes confrères qui communiquent beaucoup sur le sujet. J'avoue avoir découvert que ça avait changé récemment, qui est le bail notarié. Donc, nous, chez Maslow, on propose des investissements locatifs. On souhaite protéger nos investisseurs. Donc, on va s'occuper, notamment quand ils investissent pas à côté de chez eux, de la mise en location, la recherche de locataires, la perception des loyers, la gestion des impayés, des sinistres, etc., avec un mandat de gestion locatif qui est couvert par des assurances pour les protéger contre le locataire qui ne paye pas ou le locataire qui dégrade ou choses comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est ce que connaissent beaucoup de Français, même si 70% des investisseurs gèrent leurs biens eux-mêmes. C'est quand même une stat qui est terrible, mais c'est la réalité. Et donc, tes confrères aujourd'hui communiquent beaucoup sur le bail notarié, qui existe depuis longtemps, mais il y a un petit changement, et en gros, explique-moi ce que c'est que le bail notarié et pourquoi c'est formidable ou c'est devenu formidable il y a quelques semaines. Non, alors, les notaires ont toujours fait des baux commerciaux souvent, moins souvent des baux d'habitation. Ouais, plus les commerces, les boutiques, etc. Non, ça c'est vrai. Et en fait, les notaires font des contrats, mais des contrats qui ont une force particulière. C'est-à-dire que les contrats que font les notaires ont la même force qu'un jugement. Ils ont la force exécutoire. Alors, pour des ventes, on ne le voit pas vraiment parce que ce que le notaire délivre à son client, c'est une copie authentique. Parce que les relations entre le vendeur et l'acquéreur s'arrêtent au jour de la vente. En revanche, dès qu'on a des relations qui se poursuivent dans le temps, le notaire délivre ce qu'on appelle une copie exécutoire au créancier de l'obligation, c'est-à-dire à celui qui doit recevoir un paiement, par exemple. Donc, imaginons que je suis bailleur, je dois recevoir des paiements périodiques. C'est intéressant d'avoir une copie exécutoire qui permet de faire exécuter en fait mon bail si mon locataire ne paye pas. Donc, je suis propriétaire, mon bail de location, il devient exécutoire. C'est ça? Il devient exécutoire parce qu'il a été fait par un notaire et que ce notaire a fait une copie exécutoire. La formule de la copie exécutoire, c'est la même que celle d'un jugement. C'est quoi, copie exécutoire? C'est enregistré quelque part, c'est ça? C'est une copie qui a une force particulière, qui est faite par le notaire. Elle est signée par le notaire, sauf qu'elle s'appelle copie exécutoire. Il ne faut pas la perdre. Pour la perdre, il faut demander au tribunal d'avoir l'autorisation à faire une. Donc là, tu scannes, tu mets ça avec ton mot de passe de tes cryptos. Donc la copie exécutoire, elle a une force particulière. Mais jusqu'à présent, en fait, plus exactement avant juillet 2025... je savais bien qu'il y avait un truc à changer. Oui, il y a un truc à changer. On était obligé de passer devant le greffe pour pouvoir faire exécuter le bail. Dans 2 ans. C'est un peu dommage. Dans 2 ans. Et voilà. Et en fait, là, ils sont en train de faire des mesures pour désengorger un petit peu les tribunaux. Normal. Et donc, effectivement, dans cette logique-là, ils se sont dit, flûte, ça sert à rien de passer devant le greffe. On n'a qu'à demander directement à ce que les copies exécutoires des notaires permettent de mandater directement des commissaires de justice. C'est les huissiers. Et donc, pour que les huissiers aillent faire des saisies sur salaire. Donc, je fais un investissement locatif avec un bail notarié. La perception de mes loyers devient exécutoire. Mon locataire ne me paye pas, toi, tu vas chercher les sous. Enfin, tu peux mandater un huissier pour aller chercher les sous, tout de suite. Oui, moi, je ne vais pas chercher les sous. Chacun son job. Ouais, un huissier. Non, mais en fait, la copie que j'aurais fait au départ, effectivement, du contrat, permettra au bailleur d'aller plus facilement. Donc, ça va plus vite, c'est ça? En tout cas, on l'espère. Voilà. En tout cas, c'est la promesse. C'est de dire, on a échappé à une étape, donc techniquement, je devrais aller plus vite pour faire ma saisie sur salaire et me faire payer par mon locataire. Parce que moi, si je regarde comment ça se passe sur un mandat de gestion classique, donc déjà un impayé, c'est 2 mois de suite, d'accord? C'est pas parce que avant ça s'appelle un retard. Donc au bout de 2 mois, je constate que mon locataire ne me paye pas, donc je fais une déclaration à l'assurance.
d'accord, qui, en fonction de ses conditions d'indemnisation, va m'indemniser le 4e mois finalement. C'est-à-dire qu'elle va m'indemniser mon trimestre le 4e mois si je suis en loyer impayé. Grâce à vous, et donc ça, c'est l'assurance qui va me payer. Si, on va dire, la partie impayée, mon locataire qui ne me paye pas, je lance une procédure, entre guillemets, c'est le tribunal qui décidera demain, après-demain, dans 2 ans, ce que me doit réellement mon locataire. En attendant, je peux être indemnisé par des assurances si je suis couvert. Toi, mon locataire ne me paye pas, imaginons pendant 2 mois, on va quand même dire qu'avant, il est en retard. Tu peux, le bailleur, grâce à ce titre exécutoire, peut mettre en œuvre une saisie sur salaire. C'est-à-dire que le patron de mon locataire va avoir l'obligation de faire comme un ATD, là, des impôts directement. Alors après, la saisie, elle n'est pas totale. On laisse toujours à la personne suffisamment pour vivre. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis en fait, ça marchera que si effectivement cette personne a un salaire. On voit bien que si cette personne n'a pas de salaire et pas trop de possibilité de payer, évidemment, j'ai une problématique. Et on sait qu'en France, effectivement, on a d'autres sujets. Effectivement, ça peut être. Moi, je parle du locataire solvable qui soit par accident, soit par mauvaise foi, se met à ne pas payer son loyer, ou parfois ceux qui ne payent pas leur loyer à la fin d'un bail de location, en se disant je vais être sûr qu'ils ne me reprennent pas ma caution, par exemple, et donc les 3 derniers mois je ne paye pas. C'est parfois des modes que l'on peut avoir. Peut-être cette méthode-là permettra d'éviter que les locataires aient la tentation de ne pas payer. Pour être intéressant. Ouais, c'est clair. Donc, ce qui a changé surtout, c'est que donc ça existe depuis la nuit des temps. Enfin, en tous les cas, vous êtes autorisé à faire ça, et vous le faisiez d'ailleurs très bien sur les commerces, etc. Les baux de location, c'était... ça vient pas à notre tête d'aller voir un notaire pour faire un bail de location. Moi, je me dis, c'est les familles qui ont des immeubles entiers, donc c'est le patrimoine est géré par le notaire. C'est un peu l'image que j'avais. Donc là, c'est pas le cas. Et donc, depuis l'année dernière, effectivement, on attend plus de 2 ans que le greffe du tribunal, qui vous donnait systématiquement le saut, je suppose, pour le faire, s'est dit, tiens, on va peut-être y arriver. Sachant qu'un bail notarié, ça coûte en honoraires qu'on appelle émoluments, puisque les émoluments sont des honoraires du notaire perçus avec un calcul réalisé par l'État. Donc les émoluments sur un bail, c'est la moitié du loyer, la moitié d'un mois de loyer. Donc si on a un loyer de 1 000 €, ça fait 500 € d'émolument. Voilà. J'ai envie de te dire que c'est classique et comparable aux agences immobilières qui sont parfois plutôt à 1 mois de loyer qu'à un demi-mois de loyer. Alors tu rajoutes la TVA, tu rajoutes 2-3 frais, mais en gros, l'honoraire en tant que tel, c'est ça. Bon, je te fais un arrondi à un mois de loyer, on sera en dessous. Oui, c'est sûr. C'est bien que tu abordes les sous, parce qu'on a toujours parfois l'image... Un avocat, ça coûte cher, un notaire, ça coûte cher, parce qu'on ne sait pas en fait combien vous coûtez, parce que tu nous donnes des conseils, tu me factures des honoraires, et souvent, je sais que vous détestez qu'on dise les frais de notaire quand on achète un bien immobilier. Finalement, quand tu découpes les frais de notaire, vous êtes plutôt percepteur des impôts que honoraire de conseil. Donc, on a parlé testament, ça coûte combien de faire un testament chez toi, Mathieu ? Un testament, ça coûte, on va dire, 200 €. Non. 200 €, tu vois. Moi, je t'aurais dit, je pensais que c'était 2000. Alors, si tu fais une étude patrimoniale avant, probablement tu vas facturer une étude patrimoniale, mais le testament en tant que tel, effectivement, il sera en dessous de 200 €. Ok, pas cher. Pas cher. SCI, là, avec toutes les décisions que tu m'as fait prendre, là, plutôt que de télécharger ça sur Google, voilà, tu m'as dit je peux tout décider, mais si on décide tout, c'est-à-dire qu'on va passer du temps ensemble quand même pour décider tout. Création d'une SCI pour acheter un bien immobilier, ça coûte combien ? Sur les sociétés, les notaires pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent. Ok. Il n'y a pas de fourchette à nous donner fixé. Oui, alors moi, par exemple, pour une société, une constitution de société, en général, on prend 1 200 € hors taxe. Okay. Alors, il faut ajouter évidemment d'autres frais, des frais de greffe, des frais d'annonce légale, des choses comme ça. Mais voilà. Ce sera les mêmes. 1200, ok. Bon, c'est pas cher. Hein. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que moi, je compare ça aux frais de dossier bancaire pour mon dossier de crédit, aux frais de courtage, à plein de frais qui vont nécessiter une action sur laquelle je vais payer. Et finalement, on peut se passer. Je vais accepter de payer 1 500 € de frais de courtage ou 1 000 € de frais de dossier bancaire. Bon, le frais de dossier de la banque, c'est de la marge nette. Hein. On est quand même très clair pour les banquiers, mais on n'a pas le choix, donc c'est comme ça. Accepter de payer, on va parler des garanties, c'est-à-dire mon crédit logement, mon hypothèque, etc. Toutes ces choses-là qui sont payantes, en fait, qui sont des frais que je mets dans une poubelle bien rangée. Hein, c'est le principe de base. Là, c'est des frais qui vont m'aider, et j'espère qu'on l'aura prouvé un peu dans ce podcast, que ça a des conséquences
optimisante pour la gestion de mon patrimoine. C'est-à-dire, je vais dépenser 1200 € chez toi, mais j'aurai pas la même vie de mon investissement et la même sortie de mon investissement. C'est exactement ça. Bah écoute, j'espère qu'on est utile aux gens. En tout cas, c'est bien le retour qu'ils nous font. Donc oui, je pense qu'on peut vraiment les aider à faire des choix pertinents et puis être à l'écoute. C'est ça notre métier. Hein. Être à l'écoute et savoir retranscrire ce qu'ils veulent en actes et puis savoir les conseiller. Et même quand eux ne voient pas les problèmes, effectivement, c'est à nous de les voir pour eux et de les sensibiliser, bien évidemment. Ouais, bon. Écoute, super. On a abordé les 3 thèmes que je voulais éclairer aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes ou qui nous regardent sur YouTube. Je voulais te remercier d'avoir participé à nos 41 mètres carrés. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, des choses que j'ai oubliées sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Merci de m'avoir écouté. Écoute, j'espère que j'ai donné un petit éclairage sur les notaires, sur notre profession. Et en tout cas, merci pour ça. Bon, merci à tous. À très bientôt sur toutes les plateformes. Merci Mathieu. Merci.